Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le ministère de la Santé publique rappelle qu'il n'y a aucun cas confirmé de coronavirus en Haïti pour le moment. Dans la foulée, la phobie de Covid-19 pousse de nombreux porto-prinsiens à se ruer vers les supermarchés afin d'acheter des produits chlorés. À partir de ce mardi, la frontière haïtiano-dominicaine sera fermée temporairement. L'annonce en a été faite par le Premier ministre Joseph Joute. Cette décision a été prise afin d'empêcher l'introduction du coronavirus sur le territoire haïtien. Lancement ce lundi du Centre d'information permanente sur le coronavirus, CIPC, au ministère de la Communication. Le gouvernement va tenir la population informée via cet espace. De nombreux Haïtiens affichent une certaine obsession en ce qui a trait à la désinfection des mains et autres objets. La phobie du coronavirus pousse de nombreux porto-prinsiens à se ruer vers les supermarchés afin d'acheter des produits chlorés. Un reporter de Radio Métropole a constaté l'acharnement des clients à s'approvisionner en hand sanitizer, Clorox, alcool et autres produits du même type. Des responsables de supermarchés ont été contraints d'imposer des restrictions sur la vente en raison de la détermination de certaines personnes à acheter plusieurs douzaines d'un même produit. Il s'agirait de gens voulant en réalité s'approvisionner en vue de la revente sur le marché informel. Dans certains markets, il y a déjà rupture de stock en ce qui a trait à ces produits. Dans d'autres cas, il y a une hausse des prix. Certains responsables de markets ont fait valoir qu'ils n'ont fait que répercuter l'ajustement du prix d'achat. D'autres produits, tels la chloroquine, sont également très prisés par les clients. Des individus assurent que ce produit peut aider à combattre le Covid-19. Toutefois, les autorités exhortent les citoyens à se rendre dans un centre hospitalier pour un dépistage et une prise en charge si nécessaire. Le Premier ministre Joseph Joute a annoncé dimanche de nouvelles mesures pour empêcher l'introduction du coronavirus en Haïti. Fermeture de la frontière, des liaisons aériennes avec l'Europe et l'Amérique latine, tests systématiques des voyageurs en provenance des États-Unis et mise en quarantaine des cas suspects. Ce sont là quelques-unes des décisions prises par le chef du gouvernement dans le but de prévenir l'entrée de la maladie sur le territoire national. Nous avons le privilège de parler aujourd'hui à ce coronavirus, qui c'est une maladie, c'est une pandémie, j'en dis. Nous avons demandé à la population pour prendre très au sérieux pendant que le gouvernement prend toute disposition pour faire respecter les consignes qui gagnent. Le voyage officiel dans le gouvernement, il est campé, et c'est le Premier ministre ou bien le président ou bien le ministre des Affaires étrangères là, qui a autorisé les officiels haïtiens à quitter le pays d'Haïti. Nous déconseillons tout Haïtien pour ne pas faire voyage, pour ne pas voyager si ça n'est pas nécessaire. Ça veut dire pas voyager dans aucun pays, quel que soit le pays lié, si ce n'est pas une urgence que nous gagnons. Parce que jusqu'à présent, l'autorité sanitaire, ils vivant, ils travaillent sur tout le territoire républicain là. Grâce à Dieu, nous pouvons dénombrer, nous pouvons joindre un cas de coronavirus en Haïti. Nous contrôlons les frontières là, nous contrôlons les aéroports, nous contrôlons les ports, tout. Nous pouvons gagner un cas de coronavirus. Nous jouons des cas qui semblent avec ça, mais là nous faisons examen, nous jouons c'est pas ça, nous testons négatif. Pour qu'on y ait, nous prenons disposition pour nous camper tout vol qui est sorti en Europe et en Amérique latine. Vol États-Unis, nous quittons pour le moment, mais nous sommes censés évaluer au cas par cas. Par exemple, vol Port-au-Prince ou New York, Port-au-Prince, n'a pas évalué.
Miami, Port-au-Prince, Miami, n'a pas évalué. Au Cap Haïtien, Miami, ou bien au Cap Haïtien, Fort Lauderdale, n'a pas évalué. Nous entendons avec l'autorité américaine. Quel que soit le monde qui a monté l'avion, il faut que screener, il faut tester avant de monter l'avion. Et nous-mêmes, tout, dans deux aéroports internationaux que nous avons, soit Port-au-Prince ou bien Cap Haïtien, nous, techniciens santé publique, yo sous place, service quarantaine, yo sous place. Si y a screené moun yo même gens, y a testé au même gens, un formulaire y a fait rempli, nous demandons compréhension tout le monde pour yo accepter si yo testé ou bien yo gen doute sur y a mettre en quarantaine soit la caillou ou bien dans le centre que l'État mettait pour ça. Pas fâché, c'est pour nous protéger le pays. Parce que je me rappelle, nous, les médecins dans la vie privée, nous. Si on a une grippe, l'État supposé chercher un côté, chercher une chambre, mettez qu'on l'a pas pour ne pas contaminer l'autre monde dans la avec grippe. Alors, pas besoin de nous, on a parlé de coronavirus, c'est un bagage qui est extrêmement grave. Nous demandons collaboration tout haïtien, nous demandons collaboration tout étranger tout, qui vivent en Haïti. N'a pas visé tout le monde que frontière haïtiano-dominicaine l'a fermée à partir de minuit. N'a autorisé seulement que marchandises rentrent dans le pays. Et c'est avec un personnel très restreint que nous avons demandé aux Dominicains de tester avant de traverser ces frontières-là. Le ministère de la Santé publique prend toute disposition pour tester les gens avant de rentrer en Haïti. Et le a sorti tout. Nous avons testé les Dominicains, avons testé tout, le rentrer la caillou. C'est disposition que nous prenons. Nous avons demandé à toute la population de collaborer. Il faut être solidaire dans le cas, pas faire discrimination. L'homme qui a le coronavirus, pas dire qu'il va le contaminer pour ça. Nous avons demandé à tout le monde éviter foule, tant pis. Éviter foule, laver nous souvent. Qu'on y a, m'a demandé à tout le monde suspendre la collade, suspendre beau, suspendre bail en main, coller coude nous. Nous nous en pile exemple déjà sur internet là. M'a demandé nous suivre consigne ça yo, la bon pour nous tous. Le docteur Lauré Adrien, directeur général du ministère de la Santé, rappelle que le taux de létalité du coronavirus demeure faible. 80% des malades guérissent sans soins particuliers, selon les études réalisées par les chercheurs, révèle-t-il. Selon le docteur Adrien, le moment est à la solidarité et au sérieux pour repousser le plus longtemps possible l'entrée du virus en Haïti. C'est un virus qui, jusqu'à présent, dans tout pays, ou bien dans pile pays, côté que les transmettent, côté que je viens c'est une maladie importée, ça veut dire que c'est un monde qui prend l'un côté, qui mène l'autre côté. Donc, si nous arrivons à faire un travail, je dirais, efficace sous aspect ça, c'est-à-dire empêcher que le rentre, nous déjà mettons-nous dans une situation que nous n'avons pas besoin pour nous faire face à lui-même. Mais comme nous connaissons, l'épidémie pas besoin de passeport, l'épidémie pas de barrière, c'est pas parce que nous avons surveillé pour nous dormir sous l'oreiller, pour nous dire que nous avons bien surveillé, il n'est pas rentrer. Non, c'est pas vrai. Nous sommes très légers intellectuellement en termes de les probités intellectuelles pour nous dire comme ça, parce que tout pays, côté que le virus l'arrive déjà, c'est pas forcément parce que nous n'avons pas surveillé point d'entrée. Donc, surveillance point d'entrée en ligue une importance capitale, mais il faut que nous connaissions même en surveillant de façon rigoureuse, il y a des bagages qui arrivent, il y a des failles qui sont capables de gagner, mais ça est capable de arriver que même en surveillant, microbe à rentrer, maladie à rentrer, s'ouvrir. Nous avons répété, je nous dis déjà que grippe, c'est problème de santé qui est plus courant dans le monde. Nous tous qui dans salle là, si nous repassons dans la mémoire, nous après que sur une année, nous faisons grippe au moins 2 ou 3 fois. Donc, autrement dit, ce n'est pas n'importe qui petit grippe banale qui méritait pour déclencher toute batterie face à coronavirus là. C'est des grippes qui avec des signes spéciaux et c'est des gens qui gagnent une histoire ou bien un antécédent spécial aussi, soit à côté le talé ou bien avec qui moun était en contact.
yon plus gros allié nous dans bataille contre le coronavirus là, les supposées population. Parce que c'est comportement, c'est gens population a agi qui va le permettre que nous kembe tout bagage sous contrôle, soit empêcher que le rentre, soit s'il rentre capable de kembe sous contrôle. Dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le coronavirus, ou plutôt pour l'empêcher de rentrer sur le territoire, puisque le gouvernement a plusieurs fois répété que jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à présent, aucun cas avéré de coronavirus n'existait sur le territoire haïtien. Donc, dans le cadre des différentes mesures, le Premier ministre a procédé à l'inauguration du Centre d'information permanente sur le coronavirus. On en a déjà parlé dans le journal. Nous avons par contre avec nous, pour compléter cette information, Sheila Louis-Joseph, qui assistait à la cérémonie d'inauguration ce matin en présence du Premier ministre, du ministre de la Santé et d'un certain nombre d'autres autorités. Alors, Sheila, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde et quel a été l'essentiel du message du Premier ministre concernant ce CIPC? Salut Serge, salut à tous les téléspectateurs de Métro News. D'abord, il faut dire que ce n'était pas une inauguration à proprement parler, c'était juste le lancement officiel du Centre d'information permanente sur le coronavirus. C'est quoi ce centre? C'est la salle de conférence du ministère de la Communication qui est désormais transformée en centre d'information. Alors, comment ça va se passer, c'est que les membres du gouvernement, les autorités sanitaires ou encore des experts en santé, des spécialistes en santé viendront régulièrement communiquer des informations en temps réel aux médias ou encore aux journalistes qui seront présents. Ce sera aussi l'occasion pour les journalistes de poser toutes les questions liées au coronavirus et évidemment, ils auront les réponses à toutes ces questions justement par le biais des experts ou encore des autorités gouvernementales. Et bien entendu, l'objectif premier de ce centre, c'est de tenir les gens informés, mais à travers la presse. C'est-à-dire que le public n'aura pas accès à ce centre, il faudra avoir sa carte de presse et être là pour ensuite aller informer le public. Très bien. Donc, tenir les gens informés, lutter contre les fausses nouvelles. C'est ça, lutter contre les fake news surtout, parce que selon le ministre de la Culture, nous parlons de Pradel Henriques, il dit que c'est devenu à la mode ces jours-ci pour que les fake news, les fausses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux et la population a tendance à faire confiance à ces rumeurs, à ces fake news. C'est ça. Donc, ce centre, justement, est là pour relayer des informations en temps réel aux journalistes. Et les journalistes, de leur côté, pourront communiquer ces informations à la population. Et ça, bien entendu, dans l'idée de maintenir un certain climat de sérénité dans la population, qu'elle ne cède pas à la panique, etc. Justement, la ministre de la Santé, le docteur Clément, le docteur Greta Roy-Clément l'a dit, la population ne doit pas céder à la panique et que le centre est le seul autorisé à transmettre des informations sur le coronavirus et que le gouvernement n'a pas intérêt à cacher des informations. C'est ça. La ministre a promis d'être transparente et elle a aussi donné la garantie que dès que l'information est disponible, elle sera communiquée aussitôt disponible, justement. C'est ça. Donc, un engagement de transparence, de ne rien cacher de la vérité. Et ça, c'est évidemment fait pour donner confiance à la population. Un point que nous n'avons pas développé dans le journal tout à l'heure, c'est comment accéder à ce centre où, en ce qui concerne l'évolution de cette pandémie, un numéro ou des numéros de téléphone qu'on peut appeler pour se tenir informé. Justement, la ministre a communiqué 2 numéros de téléphone, c'est le 43 43 33 33. On va le répéter. Le 116.
43 deux 43. fois. Donc 43, 43. 33, 33. 33, 33. C'est bien choisi Donc, parce que évidemment, en France, les appels seront payants à partir de ce numéro de téléphone. Par contre, le 116, les appels sont gratuits. Ah, il y a un numéro gratuit qui est aussi le 116. C'est Et ça. alors, qui est-ce qu'on va trouver au bout de ces numéros-là? Il y aura des opérateurs, il y a des personnes qui sont là justement disponibles pour répondre aux questions de tous ceux qui veulent non seulement avoir des informations sur la pandémie, mais aussi des gens qui ne se sentent pas bien et qui auraient aimé faire savoir à ces gens quoi faire. Donc, les réponses seront données justement à travers ces deux numéros de téléphone. Voilà. Et je crois aussi que ça a été dit et répété par les officiels du gouvernement. Évitez d'encombrer ces numéros de téléphone. Si vous avez outil mal tête ou outil d'un fait mal, non, ce n'est pas fait pour ça. Laissez ces numéros. Concernant l'épidémie, encore la pandémie du coronavirus. Voilà. Rien que ça. Et il faut déjà qu'on ait les symptômes de forte fièvre, de nez qui coule, de yeux qui coulent, de tout, des choses, etc., pour vraiment s'adresser à ces gens-là. Ben écoutez, merci beaucoup, Sheila. J'imagine que c'est un dossier que vous allez suivre dans les jours et les semaines qui viennent. Ça peut être moi ou un autre journaliste de Métropole, mais ce qui est sûr, c'est que Métropole sera toujours sur place pour non seulement collecter ces informations et aussi les communiquer à la population. Il faut aussi ajouter, Serge, que le Premier ministre Joseph Joute a aussi déconseillé les attroupements. Il a déconseillé les activités sociales. Dès qu'il y aura beaucoup de monde, il dit que il faut quand même faire attention. Il faut qu'on soit prudent parce qu'on n'est pas sûr que tous ces gens qui nous côtoient soient des gens qui ne sont pas malades. Donc, il faut éviter ou encore limiter ces genres d'activités. Oui, pour l'instant, ce n'est pas interdit. C'est fortement déconseillé. Ce n'est pas interdit, mais il déconseille à ce qu'il y ait des activités dans des nightclubs, des activités du genre tissourite, comme il l'a dit, pour répéter le Premier ministre, et aussi des activités qui ne sont pas nécessaires, selon lui. Donc, il faut laisser le temps au temps. Donc, la population aura le temps de reprendre ces activités au moment opportun. Voilà. Et à titre de comparaison, je rappelle très rapidement que dans certains pays, prenons le cas de la France où les nouvelles nous arrivent très bien, toutes les écoles sont fermées, tous les restaurants sont fermés, tous les bars sont fermés, toutes les activités sportives sont interdites pratiquement. Le deuxième tour des municipales a été renvoyé sine die et la Suisse, la chère Suisse, a même déconseillé hier soir des rassemblements de plus de 5 personnes. 5. Donc, quand M. Joute conseille d'éviter de se retrouver, de se coller, de se donner la main, de s'embrasser, etc., donc garder une certaine distance de façon à empêcher que ce virus ne vienne jusqu'à nous. Merci infiniment, Sheila Louis-Joseph. Merci d'être passé sur le plateau de Métro News. Je rappelle que vous avez assisté donc à la mise en place ce matin du Centre d'information permanente sur le coronavirus, CIPC. Bonsoir Rodolphe Pierre-Louis. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Rodolphe, en même temps que Sheila, ou juste après Sheila, vous étiez à l'inauguration, au lancement officiel du Centre d'information permanente sur le coronavirus, CIPC. Vous y étiez plutôt dans l'après-midi, où c'était le tour des experts de donner un certain nombre de conseils sur ce qu'il faut faire et ou ne pas faire. Alors finalement, qu'est-ce que vous avez appris de ces experts que vous ne connaissiez pas déjà? Eh bien, il faut dire que la directrice de la protection de la santé, Jocelyne Pierre-Louis, et le docteur Jacques Boncy, c'est lui qui est le directeur du laboratoire national. Eh bien, d'abord, il y a Madame Pierre-Louis qui a mis l'accent sur les précautions à prendre et les préventions. Il y a également le docteur Boncy, lui de son côté, il a
plutôt tenter de rassurer la population par rapport au coronavirus. Eh bien, les précautions, comme on le sait déjà, et Mme Pierre-Louis a fait savoir que lorsque deux personnes sont en train de communiquer, il faut éviter de ne pas trop se rapprocher. Donc, il faut se tenir à distance, au moins 2 ou 3 mètres, afin d'éviter les... À partir d'1 mètre, 1 mètre et demi. Voilà, si je n'exagère pas. C'est ce qu'on dit en Europe, 1 mètre, 1 mètre et demi. En effet. Oui. Et il faut également éviter de... Les contacts physiques, se toucher, s'embrasser, se serrer la main. Absolument, absolument. Voilà. Eh bien, maintenant, Serge, vous savez déjà tout, et les téléspectateurs également. Maintenant, parlons des préventions. Voilà. Surtout, il faut se laver les mains. Madame a pris le soin de conseiller aux membres de la population, après avoir été sorti, vous étiez dans la rue, maintenant vous venez de rentrer, donc il faut se laver les mains au moins pendant 20 secondes. Voilà. Avec et non pas toutes les 20 secondes comme d'autres l'avaient dit. Non, il faut se laver pendant 20 secondes. Parce que simplement passer les mains sous l'eau et les frotter comme ça n'élimine pas justement. C'est ça. Et avec du savon. Oui, avec du savon. Ouais. Elle a pris le soin de préciser que c'est avec du savon. Toujours avec du savon après avoir utilisé un produit qu'on appelle sanitizer. Donc après avoir utilisé le sanitizer pendant 4 ou 5 fois, eh bien, finalement, il faut laver les mains avec du savon. C'est très important. Elle a pris le soin de dire ça. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de poser la question à Mme Pierre-Louis, mais elle a précisé les gens qui s'affolent, les gens qui utilisent le sanitizer, eh bien, sans problème. Mais ce matin, vous l'avez utilisé à midi, à 3 heures, à 5 heures, à 6 heures. Eh bien, après 4 ou 5 utilisations, il faut maintenant penser à se laver les mains avec du savon. 20 secondes avec du savon. Oui, c'est bien. C'est très important. Bon, alors, donc, éviter les rassemblements, éviter les foules, éviter de se coltiner, de se frotter aux gens. Bon, d'accord. Par rapport à certaines mesures, à savoir éviter les rassemblements, éviter de se retrouver parmi une grande foule, Madame a précisé que jusqu'à maintenant, il faut mettre en application les mesures communiquées par le MSPP. Mais concernant le rassemblement, elle a précisé que eh bien, les autorités sont en train de concerter pour voir dans les jours qui viennent, est-ce que réellement elles vont prendre ces mesures? Parce que jusqu'à maintenant, elle souligne que la maladie n'est pas encore en Haïti. Donc, en termes de prévention, elle donne ses consignes. Mais au fur et à mesure que la situation évolue, donc d'autres mesures peuvent toujours s'adopter selon Mme Pierre-Louis. Maintenant, il y a le docteur Bonsi, de son côté. Lui, il a plutôt essayé d'être rassurant. Rassurant dans le sens de dire aux gens qui pensent qu'il y a le coronavirus dans le pays, il a dit que c'est faux. D'ailleurs, il y a des experts qui sont sur place, qui travaillent dans le laboratoire national, qui analysent, qui font des tests pour voir est-ce que c'est positif ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de coronavirus et il tente de rassurer la population en affirmant que au cas où il y aura réellement une introduction du coronavirus dans le pays, donc des experts sont déjà sur place, la population sera informée en temps et en heure. C'est ça, je crois qu'il faut répéter ce que le Premier ministre et tous les intervenants de la journée ont dit, c'est que le gouvernement s'engage à être parfaitement transparent sur la question, à ne cacher aucune vérité. C'est pas leur intérêt de mentir. Il ne s'agit pas non plus d'affoler les gens, mais il faut les informer et leur dire ce que c'est. Je crois qu'il serait... En un mot, il faut faire l'éducation des membres de la population en ce sens. Maintenant, il n'y a pas que les professionnels de la santé qui emboîtent le pas. Il y a également les maires. Donc la Fédération des maires d'Haïti, aujourd'hui par le biais de leur président, par l'intermédiaire de Jules-Édouard Pierre, eh bien, les maires ont lancé une campagne de nettoyage et de sensibilisation.
Une campagne de nettoyage, c'est dans les différentes communes, que ce soit Delma, Pétionville, Gressier, eh bien, pendant 2 week-ends, à savoir ce week-end qui sera le 21 et l'autre week-end, le 28, il y aura cette campagne de nettoyage sur tout le territoire national. Il y aura des matériels qui seront bien sûr déployés, il y aura des agents, des mairies qui seront sur place dans le but de nettoyer la capitale, les environs, les villes de province, tout ça. Et il y aura également l'autre partie qui est la sensibilisation, c'est dans le but de dire aux citoyens comment prendre des précautions, comment se protéger contre le coronavirus. Et comme Mme Pierre-Louis l'avait bien précisé, ce n'est pas un manque de respect, mais c'est plutôt un signe de protection lorsque vous ne saluez pas quelqu'un en l'embrassant ou en se serrant les mains. C'est pour se protéger, ce n'est pas un manque de respect, ce sont des mesures provisoires d'après Mme Pierre-Louis. Tout à fait, mais ce n'est pas seulement d'après Mme Pierre-Louis, c'est du simple bon sens, ça me paraît. Et puis il serait peut-être temps aussi de dire aux gens qu'il est inutile de faire des défilés et des rassemblements en criant « à bas coronavirus », ça ne sert strictement à rien, au contraire. En effet. Maintenant, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que avant, aujourd'hui, il y avait des professionnels de la santé qui communiquaient aux membres de la population concernant le coronavirus. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a à retenir, c'est d'abord la création du centre d'information permanente sur le coronavirus, une décision gouvernementale. Et deuxièmement, les informations qui circulent concernant coronavirus peuvent évoluer. Parce que Mme Pierre-Louis a bien précisé, aujourd'hui, il y a une quantité d'informations sur le coronavirus. Eh bien, à mesure que la situation évolue, les autorités sanitaires communiqueront d'autres informations en termes de prévention aux membres de la population. Oui, d'ailleurs, ce centre porte très bien son nom, puisqu'il s'agit d'informations permanente sur le coronavirus. Voilà. Eh bien, merci Rudolf Pierre-Louis, merci de ces précisions. Je voudrais terminer en rappelant les numéros de téléphone que Sheila Pierre-Louis nous a communiqués tout à l'heure. Si vous avez des craintes, si vous avez des symptômes, la fièvre, la toux, le nez qui coule, enfin tous les symptômes qui ressemblent un peu aux symptômes de la grippe, mais peut-être un petit peu plus fort et que vous voulez vous rassurer, il y a 2 numéro que vous pouvez appeler, l'un qui est payant, qui est le 43 43 33 33, je répète, 43 43 33 33, et l'autre qui est gratuit, qui est le 116, mais encore une fois, de grâce, n'encombrez pas ces lignes de téléphone, laissez-les libres pour les gens qui ont vraiment des symptômes et qui craignent d'avoir attrapé cette maladie. C'est dans l'intérêt de tous. Merci Rudolf Pierre-Louis, bonne fin de soirée. C'est un plaisir. Le monde entier ne parle que du coronavirus. Mais quand on dit coronavirus, il faut considérer les 2 aspects de la chose. Il y a l'aspect médical, il y a l'aspect épidémie, pandémie aujourd'hui, avec des risques pour la vie des gens. Et il y a l'impact que, indirectement, le coronavirus a sur l'économie du monde. Et on l'a vu, les nouvelles d'aujourd'hui l'ont confirmé, toutes les grandes bourses occidentales ont connu des chutes pratiquement historiques. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous ce soir William Savary, économiste et également président fondateur du Haitian Stock Exchange, la bourse des valeurs haïtiennes. Bonsoir William Savary, on ne se serrera pas la main aujourd'hui pour respecter les consignes. Bonsoir Serge. Oui, alors, Monsieur Savary, comme je viens de le dire, toutes les bourses ont connu des chutes historiques. Quelle est votre approche? Quel est votre point de vue de cette question? Bon, effectivement, il faut d'abord identifier que les bourses, il faut d'abord clarifier que les bourses en général, ce sont des indicateurs des valeurs dans le futur. Donc, au niveau des marchés boursiers, les titres qui sont négociés sont négociés en fonction, les prix sont établis en fonction de ce qu'on appelle price discovery. Et les price discovery sont établis en fonction des revenus anticipés, de la rentabilité des entreprises,
de l'extension de leur habilité d'étendre leur part de marché. Donc, avec le coronavirus, ce qui arrive, c'est qu'il y a un manque de confiance qui commence à s'établir où l'habilité des entreprises de répondre à leur vocation de croissance, à leur vocation de rentabilité, les gens commencent à perdre confiance dans le mécanisme en général. Donc, la bourse en général fonctionne particulièrement sur la confiance. Et lorsque la confiance subit des secousses, ça se reflète directement sur la valeur des titres. Donc oui, ça, c'est au niveau, et pour la raison pour laquelle on peut voir déjà pourquoi les titres, les bourses chutent oui, mais bien sûr, la bourse, c'est essentiellement une question de confiance. D'ailleurs, il suffit qu'une rumeur, parfois, soit lancée, et il y a des chutes qui se font qu'on n'arrive pas à expliquer de manière tout à fait logique. Mais là, il y a plus qu'un manque de confiance. Il y a un certain nombre de faits. Les grandes sociétés qui ne peuvent plus rassembler leur personnel. Ils sont obligés de faire du télétravail, c'est-à-dire travailler à partir de chez eux. Et toutes les sociétés, tout au moins en Europe, prévoient dans les mois qui viennent une chute de minimum 30% de leur chiffre d'affaires. Oui. Donc ça, ce sont des faits concrets. Donc c'est normal que la bourse soit affectée, parce que non seulement il y a comme vous le dites, ce doute, ce manque de confiance, mais il y a aussi un certain nombre de faits vérifiables quotidiennement. Mais les faits vérifiables, il y a les accélérations qui se font. Parce qu'en général, les prix qui chutent ne chutent pas parce qu'il y a un virus, parce que le virus est exogène au marché financier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit dans les états financiers d'une entreprise, dans les projections, où il est projeté qu'un virus qui prend en considération l'arrivée d'un virus. Bien sûr. Donc, ce qui veut dire le virus, c'est quelque chose d'exogène au mécanisme du marché, au mécanisme de price discovery. Donc, c'est vraiment quelque chose de temporaire. Et je reste persuadé que dans les prochains 90 jours, on aura déjà des vaccins qui seront déjà testés dans les prochains 90 jours. Et je vais vous dire qu'il y a déjà en Allemagne, il y a une entreprise qui est déjà très en avance sur la découverte d'un vaccin. Il y a la compagnie Gilead qui est dans le domaine de la découverte des recherches de vaccins. Il y a la compagnie Roche Laboratories qui est également, il y a Mylan. Donc il y a toutes les entreprises qui sont dans le business de la découverte de vaccins qui sont très actifs maintenant. Oui, il y a déjà des produits. Il y a plusieurs centaines de laboratoires dans le monde qui ne travaillent que sur ça. Et qui ont déjà des produits qui sont prêts à être testés. Oui, testés sur les animaux, ensuite il faudra tester sur les hommes. Non. Il y a une accélération qui a été acceptée où les virus seront comme... Il y aura des tests qui se feront d'ici les 30 prochains jours. Et au moment où les tests commencent à se faire, et les gens commencent à reprendre confiance, l'accélération de la chute commencera à connaître un ralenti. Et ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment un ralenti de la chute et jusqu'à ce qu'on puisse arriver à un point stable et pour que les choses puissent retourner au normal. Bon, c'est vraiment là où nous sommes maintenant. Comme nous l'avons dit hors antenne, le problème aujourd'hui pour toute personne qui parle du coronavirus, c'est d'arriver à équilibrer l'information que l'on donne de façon à ce que les gens sachent exactement ce à quoi ils sont confrontés. Donc d'équilibrer l'information et le devoir de ne pas paniquer. Absolument. Alors, comment expliquer sans créer la panique? C'est toute la difficulté du monde, mais j'aimerais que nous voyions ensemble un certain nombre de points positifs de l'affaire. Vous me disiez hors antenne que si l'ensemble des bourses a connu des chutes historiques, il y a certaines niches à l'intérieur des bourses qui, à l'inverse, connaissent des perspectives extraordinaires, et c'est toute l'industrie pharmaceutique, la recherche médicale, etc. Mais il y a aussi quelque chose de très important. Les gens qui s'engagent à investir dans la bourse ne s'engagent pas. Il y a le côté des acheteurs et le côté des vendeurs. Donc, ce n'est pas seulement à la hausse que les gens réalisent
du profit à la bourse. Il y a aussi des techniques de négoce à la bourse qui peuvent être mises en application, où les gens peuvent aussi en bénéficier de la chute de la bourse. Oui, donc bien sûr. C'est là qu'on crée les plus grands profits. Maintenant, ce qui fait que la stabilité de la bourse dans le marché boursier, on l'atteint lorsque le niveau de la demande et de la vente, l'offre et la demande arrivent à un point où ceux qui veulent vendre et ceux qui veulent acheter s'équilibrent. Et ceux qui livrent arrivent à un point de stabilité. Oui, un point d'équilibre. Un point d'équilibre. Donc, et cette chute-là, maintenant, je peux vous dire qu'il y a en deçà de ce que je viens de dire, il y a aussi ce qu'on appelle la volatilité du marché. La volatilité du marché, c'est ce qui mesure le niveau de la peur, le niveau de la crainte de la bourse. Mais tous les gens qui ont joué sur les titres qui peuvent refléter la volatilité, aujourd'hui, sont gagnants. Donc, il ne faut pas regarder la bourse qui chute comme étant une catastrophe. C'est pas une catastrophe du tout. Parce qu'en fait, il y a des gens qui jouent à la bourse et qui ne jouent et qui n'investissent que à contre-courant. Bon, cela dit, en 1929 et en 2008, la catastrophe de la bourse et les catastrophes bancaires ont impacté l'ensemble du monde. Maintenant, je dois signaler trois choses, parce que je suis dans ce business depuis 1983. Okay? Donc, j'ai connu beaucoup de chutes. J'ai connu la chute de 1985 avec Long Term Capital Management. J'ai connu la chute de l'Internet Bubble. J'ai connu la chute des junk mortgages, des prime mortgages. Okay? Donc, j'ai déjà vu ce film. Et lorsque tu as déjà l'expérience de ça, ce que tu fais, tu cherches à comprendre quels sont les éléments qui sont à la base de la chute. C'est pas simplement le coronavirus. Non, il y a autre chose. Mais aussi, disons que le coronavirus a été l'élément déclencheur. C'est ça. Il faut identifier maintenant quels sont les éléments qui vont permettre une reprise de la bourse. Reprise d'ailleurs, je crois que le monde a été surpris d'apprendre que l'épicentre de cette pandémie qui est à Wuhan, en Chine, alors que la ville était complètement bloquée, vide, personne ne pouvait sortir. L'activité reprend. Aujourd'hui, là, maintenant, contre toute attente. Absolument. Donc c'est un signe positif que peut-être tout n'est pas encore perdu. Maintenant, William Savary, rapidement, parce que le temps nous fait défaut, essayez de nous dire en quelques mots quelles peuvent être les conséquences directes de ce bouleversement économique créé indirectement par coronavirus sur notre petit pays à nous. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Bon, premièrement, je dois dire, je constate qu'il y a eu une déclaration qui... Je reviens tout juste de l'Afrique. Il y a une semaine, j'étais au Oman, Kenya et en Tanzanie, où c'était pendant la période des déclarations tempestueuses qui se faisaient. Et je constate et je compare la façon dont les gens là-bas réagissent vis-à-vis à ce que nous faisons ici. Donc, et je pense que il y a des déclarations qui ont été faites qui n'ont pas pris en compte toutes les données et les impacts que ça pourrait avoir sur notre économie. Par exemple, la déclaration de fermer les frontières. Ce sont des déclarations qui peuvent créer la panique et causer une augmentation pas nécessaire des prix. Donc, ce qui va nous donner une inflation qui serait peut-être la cause de cette décision. Tu vas avoir des incidences sur le taux de change. Tu vas avoir des incidences sur le taux de chômage. Parce que si tu fermes les frontières et qu'il n'y a pas de commerce qui se fait, les gens qui sont engagés dans le business de l'import-export, et qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs employés? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur crédit? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur obligation de livrer la marchandise? Donc, ceci peut avoir une réverbération sur le système bancaire. Parce que les gens qui ne sont pas en mesure d'importer et qui sont dans le commerce, qui ont contracté des dettes pour financer leur acquisition et qui font le roulement pour la circulation de la monnaie et la circulation de la marchandise,
ils peuvent être ou bloqués avec de la marchandise qu'ils ne peuvent pas vendre, ou avoir des dettes qu'ils doivent payer et avoir des taux d'intérêt qui sont élevés qu'ils ne peuvent pas refinancer. Donc tu as une situation où, au niveau local, ça peut risquer l'existence même de beaucoup d'emplois et ça peut risquer l'existence de certaines entreprises. Mais est-ce que dans ce cas-là, la banque n'a pas pour obligation morale, je dirais, de venir en aide à ces gens-là et de ne pas leur mettre le couteau sous la gorge comme ils le font d'habitude? Il n'y a que les intérêts de la banque qui comptent pour les banquiers, hélas. Hein, est-ce que le gouvernement ne peut pas à ce moment-là intervenir en disant aux banques, écoutez messieurs, tenez compte de la situation et puis assouplissez vos règles, tenez compte des règles. Maintenant, ce qui pourrait se faire, hein, par exemple, on peut prendre une leçon à partir de ce qui a été fait, par exemple en France ou aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu une intervention de la Banque de Federal Reserve où le taux d'intérêt a été réduit presque à zéro quelque chose. Oui. Et en France, il y a eu des sursis sur le paiement des dettes, des sursis sur le paiement des loyers, et la prolongation de certaines dettes, le refinancement. Donc, mais en Haïti, l'expérience que nous avons, il ne faut pas oublier que pendant la période de pays LORC, il n'y a pas eu de considération du côté des banques. Donc ça, c'est l'expérience que nous avons. Maintenant, cette nouvelle évolution peut-être pourrait pousser les banques à repenser leur situation. Parce que si les entreprises avec lesquelles ils ont contracté les dettes, les entreprises ne peuvent pas payer, mais ça risque d'affecter la liquidité de la banque. Ça risque d'affecter le tier 1 de la banque. Donc, ce qui veut dire, c'est une situation où les banques doivent se rendre compte que nous sommes tous absolument, nous sommes dans le même bateau. Dans l'intérêt de tous. Absolument. Dans l'intérêt de tous, il y a des décisions à prendre. Voilà. Eh bien, William Savary, malheureusement, on va devoir mettre un terme à cette discussion. Merci de nous avoir éclairé sur différents aspects économiques et boursiers que l'impact du coronavirus a sur le monde entier et sur Haïti également, comme vous l'avez dit. Tout le monde sera affecté et l'argent restant le nerf de la guerre, il faudra absolument d'une façon ou d'une autre que les banquiers se réunissent avec les autorités de ce pays pour prendre des décisions qui ne vont pas nécessairement apporter de l'argent aux riches, mais qui vont empêcher ces entrepreneurs de couler et avec eux leur entreprise et avec eux tous leurs employés et avec tous ces employés les 10 personnes qui vivent sur chaque salaire. Absolument. Merci William Savary, merci d'être venu nous voir, d'être venu jusque chez nous sur le plateau de Metro News. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.